Madame Hamzaoui a été formée à la faculté de médecine et diplômée de la faculté de médecine de Tunis. Elle est médecin chef de service au service de pneumopédiatrie de l'hôpital Abdelrahman de l'Arena. Elle est enseignante à la faculté de médecine de Tunis. Elle est auteure de plusieurs publications dans les revues internationales et nationales. Elle est actuellement présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie. Elle est en même temps membre du comité scientifique de la Société de pneumologie de langue française. Avec tous ces titres, on vous donne la parole, Madame Hamzaoui. Merci beaucoup Siad pour votre très gentille introduction. Je voudrais juste dire que je suis surtout votre élève et l'élève de Sipaï Bessima. D'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être là, et parce que ce congrès, c'est quand même le premier but du congrès, c'est de nous réunir et après de faire de la science avec. Et donc, plus vous êtes présents et plus on est heureux. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Ali, nous avons enfin le Xolair en Tunisie, donc un anti-IgE, c'est la première biothérapie dans l'asthme, et elle a eu enfin l'AMM. Donc, comme vous l'avez dit, ça a été un combat assez long des pneumologues, et c'est pas du tout une question de laboratoire, c'est vraiment une façon de progresser dans la prise en charge de nos malades sévères. Donc, nous avons travaillé, c'est tout un groupe de travail qui a planché sur la meilleure façon de sélectionner nos patients pour avoir une crédibilité dans la prescription de cette nouvelle biothérapie, d'avoir une crédibilité par rapport à la CNAM, pour que nous puissions faire bénéficier de façon la plus adaptée, la plus judicieuse possible nos patients asthmatiques sévères, tout en préservant notre qualité de soins, et de ne pas gaspiller les deniers publics. Donc, je vous rappelle rapidement la définition de l'asthme sévère. Ça, c'est une définition que vous connaissez tous, qui a été publiée dans le consensus commun entre l'ATS et le RS en 2014, et qui se basait en fait essentiellement sur la charge thérapeutique. La charge thérapeutique sur la corticothérapie, qu'elle soit inhalée ou par voie orale, par voie inhalée des doses très fortes, ou par voie orale avec tous les effets secondaires que ça entraîne, avec soit un asthme contrôlé au prix d'une corticothérapie inhalée ou orale forte, ou au prix d'un non-contrôle. Sachant que le non-contrôle était défini bien sûr sur les symptômes, mais aussi sur les exacerbations sévères, définies par la corticothérapie orale, et c'était au moins 2 cures par an, ou des exacerbations graves, et c'était le patient qui se retrouvait en service de réanimation. Ces 3 critères sont indiscutables. Par contre, le dernier critère, qui est le trouble obstructif avec un VEMS inférieur à 80%, est quand même plus contestable. Ça ne prouve pas que dans ce cadre, on ait une nécessité particulière de mettre des biothérapies, surtout quand c'est un asthme vieilli. Le décès par asthme, je ne vous rappelle pas ce que c'est un drame à chaque fois que l'on a un malade qui meurt d'asthme. C'est une maladie qui est tout à fait gérable. Ce sont souvent des patients jeunes, et quand ça nous arrive, c'est une catastrophe. Pourquoi avons-nous perdu ce patient? Et il y a un rapport qui est sorti en mai 2014 qui regroupait tous les décès par asthme au Royaume-Uni. Et le résultat était assez sidérant, c'est-à-dire que ce qui tuait les malades, c'était qu'on ne les prenait pas bien en charge, simplement. Donc il y avait, et vous voyez ici que vous avez les 2 groupes d'âge, donc ça c'est quel que soit l'âge, et ça c'est chez les moins de 20 ans, donc les enfants et les jeunes. Donc 62% avaient une prise en charge au long cours inadéquate, et c'était 93% chez les sujets jeunes. Pareil, les exacerbations précédentes étaient mal prises en charge, et c'était pire chez les sujets jeunes. Et l'évaluation globale de la prise en charge était médiocre par rapport aux recommandations, toujours 46%, un malade sur 2. Donc ça veut dire que c'est notre prise en charge qui aboutit au décès des patients, ce qui est assez dramatique. Donc il est absolument indispensable que nous agissions de façon codifiée, bien standardisée, bien régulière, pour éviter ce genre de choses.
Donc, quelle est la stratégie que nous avons proposée pour cette approche par rapport aux patients asthmatiques sévères? La première chose, bien sûr, c'est de confirmer le diagnostic d'asthme. Vous savez tous qu'on reçoit de temps en temps des patients où il ne s'agit pas du tout d'asthme, il s'agit d'une autre maladie. Et je ne vous rappellerai pas quelles sont les étapes à franchir. Ensuite, vérifier la compliance au traitement. Est-ce que le patient prend vraiment le traitement que nous lui prescrivons et que nous allons considérer comme insuffisant? Et enfin, traiter les comorbidités et contrôler l'environnement. On va voir ça par étapes. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a fait ces 3 étapes, instaurer un traitement bien conduit pendant au moins 6 à 12 mois. Et à ce moment-là, l'évaluer et à ce moment-là, décider ou pas de besoin de monter au-delà de ce qu'on a proposé. Alors, je voudrais juste vous rappeler ce dont avait parlé Antoine tout à l'heure, qui étaient les traits, les caractéristiques traitables, c'est-à-dire essayer de voir si on ne peut pas améliorer le patient en traitant et en identifiant les manifestations associées qui lui pourrissent sa qualité de vie. Et donc, pour cela, ce qui est proposé, en fait, c'est de prendre des patients dans des centres spécialisés, parce que c'est là qu'à force d'expérience, avec toute l'expérience, avec toute l'habitude, avec la standardisation de la prise en charge, on identifie les problèmes responsables. Et vous voyez que dans ce centre, qui est un centre anglais, eh bien là, vous avez les problèmes psychosociaux qui sont en tête de liste et qui expliquent pourquoi les patients ne sont pas gérés. Et ensuite, en second, c'est la non-adhésion au traitement. Donc c'est vraiment fondamental d'arriver à identifier où sont les problèmes, sur quoi est-ce qu'on peut agir pour pouvoir améliorer les patients. Et chez nous, le deuxième problème, c'est l'accès aux soins. Donc l'accès aux soins, et c'est pour ça que c'est important qu'on continue à travailler de façon très rigoureuse, c'est que vous savez qu'en Tunisie, quand les médicaments coûteux sont introduits et qui sont remboursés par la Caisse nationale d'assurance maladie, on a droit à peu près 20% de cette quantité-là qui est reversée sur les hôpitaux et donc sur les patients qui n'ont pas d'assurance maladie. Et ça, c'est fondamental pour avoir une équité de soins par rapport à nos patients. Donc, ajuster le traitement classique, donc l'instauration d'un traitement adéquat associant les corticoïdes inhalés à forte dose et les LABA, évaluer la compliance en rapprochant les rendez-vous. Et je voudrais vous rappeler que le premier marqueur de mauvaise compliance au traitement sont les patients qui ratent le rendez-vous. Et enfin, la technique d'utilisation des produits inhalés. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui sont un peu plus, ou beaucoup plus jeunes que moi ici, que ça doit se faire à chaque consultation, parce que le patient peut être parfait cette fois-ci, et dans 3 mois, ça sera n'importe quoi. Donc, les étapes 4-5 du GINA qui définissent l'asthme sévère, c'est, dans l'étape 4, c'est les fortes doses de corticoïdes inhalés avec des LABA, ou autrement, on peut avoir des corticoïdes inhalés avec autre chose, par exemple des antileucotriènes de la théophénite, si un problème par rapport au LABA. Et puis après, l'étape 5, et je voudrais que vous notiez ça, c'est d'abord tester les LAMA, donc les anticholinergiques, et ensuite la biothérapie. Juste en rappel, les doses fortes de corticoïdes inhalés, vous avez là. Et donc vous voyez que en fait, les doses fortes, ce sont celles au-delà desquelles on a des effets secondaires. Et il est classique de se dire qu'au-delà de 1000 gamma, par exemple de béclométasone, qui est notre repère, au-delà de 1000 gamma, on va avoir des effets secondaires. Et on va avoir un effet systémique. Donc une fois qu'on a institué ce traitement, il faut évaluer le contrôle. Et le contrôle, ça va être d'abord, bien sûr, sur les contrôles des symptômes. Et ça, c'est par exemple ce qu'on a choisi, qui est l'évaluation par le score du GINA, pour savoir quels sont les symptômes le jour, la nuit, l'utilisation du traitement de secours ou la limitation de l'activité. Mais en dehors du contrôle de symptômes, n'oubliez pas que faire des exacerbations, et c'est ça qui est un marqueur de mortalité éventuelle, c'est un marqueur de mauvais contrôle. Et ensuite, l'altération de la fonction respiratoire. Ce n'est pas le fait d'avoir une mauvaise fonction respiratoire a priori d'emblée, mais c'est le fait qu'elle se dégrade.
Une fois qu'on a évalué ça, la troisième étape, c'est de prendre en charge les comorbidités. Je vous rappelle, donc ça, c'est la stratégie que nous avons définie. Et il faut rechercher de façon systématique les comorbidités et les facteurs aggravants et les prendre en charge. Et en premier lieu, vérifier les interactions médicamenteuses. Souvent, nos patients prennent beaucoup de médicaments, et des médicaments pour des pathologies différentes. Est-ce qu'il n'y en a pas qui pourrait expliquer cette gravité? Les erreurs thérapeutiques, les patients qui prennent énormément de bêta-2 de courte durée d'action avec une petite dose de corticoïdes, et donc ils vont avoir une hyperréactivité bronchique. Des problèmes d'environnement, et vous savez tous combien c'est difficile d'arriver à faire contrôler l'environnement par nos patients. Quand vous leur dites, il faut dire au papa de ne pas fumer, c'est oh, comment, mais il fume que dans la cuisine. Et quand on dit par rapport à l'empoussiérage avec tous les travaux qu'il y a actuellement chez nous, c'est aussi assez compliqué. Les comorbidités, la rhinosinusite, et ça c'est très fréquent chez les patients qui ont un asthme sévère, les problèmes d'anxiété et de dépression qui font une sorte de cercle vicieux avec la maladie asthmatique, la dyskinésie des cordes vocales et l'hyperventilation qui sont assez compliquées à identifier si on ne pose pas la question, et le reflux. Et puis aussi poser la question par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que vous savez que le paracétamol est un anti-inflammatoire mais à faible efficacité. Donc quand les patients prennent plus d'1 gramme de paracétamol et qu'ils ont un syndrome de Widal, eh bien ils vont déclencher leur crise d'asthme. Et enfin, bien sûr, les aspergilloses allergiques. Donc est-ce que c'est important de traiter les comorbidités? Il y en a où on a prouvé que ça marchait. Quand vous traitez une rhinosinusite, vous allez améliorer indiscutablement votre asthme sévère. Quand on agit sur la dyskinésie des cordes vocales, vous savez, ces cordes vocales qui se ferment au moment de l'inspiration, ou sur l'hyperventilation au moment des crises d'angoisse, eh bien vous allez améliorer beaucoup vos patients. Par contre, agir sur l'anxiété et la dépression, c'est compliqué. Agir sur le syndrome d'apnée du sommeil, il faut le faire, mais le résultat est incertain dans l'asthme sévère. Pareil pour le reflux, où on ne sait pas en fait si ce reflux n'est pas entretenu par l'asthme. Et je vous rappelle aussi que les IPP, le problème, c'est que ça va favoriser les infections puisque ça diminue l'acidité gastrique. Et puis l'obésité, c'est un grand débat, comment arriver à faire maigrir les patients obèses. Enfin, une fois que vous avez traité les comorbidités, que vous avez ajusté le traitement, testez d'autres options thérapeutiques avant d'aller aux biothérapies. Et celle essentielle, c'est d'associer des anticholinergiques. Une fois que l'on a fait tout ça, si notre patient est encore mal contrôlé ou si les doses de corticoïdes requises sont trop importantes, à ce moment-là, on va se poser la question par rapport aux biothérapies. Et les biothérapies dont on va disposer actuellement, ce sont les anti-IgE. Pour proposer une biothérapie, eh bien, il faut phénotyper. Est-ce que le patient que j'ai en face de moi va répondre ou pas à cette biothérapie? On va pouvoir la prescrire à tous les asthmes sévères. Donc vous savez que pour les anti-IgE, il y a deux critères essentiels. C'est d'une part qu'il s'agisse d'un asthme allergique, et ça c'est essentiellement par les prick tests, éventuellement par les IgE spécifiques. Et ça doit être un pneumallergène perannuel, parce que la contrainte, c'est évidemment, on ne va pas prendre en charge des patients qui sont malades qu'un mois par an. Et le deuxième, c'est que les IgE totales soient supérieures à 30 unités par litre. Et puis celui que nous avons rajouté, c'est qu'il y ait plus d'une exacerbation sévère l'année précédente. Pourquoi est-ce que c'est important les exacerbations? Bien parce que dans les résultats attendus des anti-IgE, à côté de la baisse de la corticothérapie inhalée, c'est essentiellement la réduction des exacerbations sévères. Donc c'est clair que si on a un patient qui ne fait pas d'exacerbation, on ne pourra pas juger de l'amélioration. Et c'est pour ça que c'est essentiel que les patients soient de phénotype exacerbateur. Une fois que tout ça est fait, on pourra passer à la prescription d'une biothérapie. Et ce devra être une décision collégiale. Il est clair qu'on ne peut pas s'amuser à faire des prescriptions de médicaments aussi coûteux mais aussi lourds pour le patient sans être tous d'accord, sans avoir acquis, puisque aucun d'entre nous n'a vraiment d'expérience par rapport à ça, donc sans avoir décidé de façon collégiale qu'il pouvait y avoir une prescription et ça va nous permettre d'acquérir de l'expérience. Et puis, le développement de centres spécialisés, parce que si on espère introduire d'autres biothérapies, il est clair que ça va devenir une profession à temps plein de gérer les asthmes sévères.
Donc, selon cet algorithme, si on s'intéresse aux patients qui ont un asthme difficile, c'est-à-dire tous les asthmes mal contrôlés, et on veut savoir s'il s'agit d'un asthme sévère ou pas, eh bien, il va falloir avoir une approche multidisciplinaire qui va nous permettre d'arriver soit directement à un asthme sévère résistant au traitement, soit à un asthme difficile qui lui permet, en essayant les différentes étapes que nous avons identifiées, dans la plupart des cas, permettra d'obtenir un contrôle sans passer à des médicaments. Alors, je voudrais, juste pour illustrer cette démarche, vous décrire un travail qui est en cours dans le service, qui correspond à la thèse de Sabrine Louhaichi, qui était dirigée par Elissa Belais, et pour qui nous avons mis en place une consultation spécialisée d'asthme sévère. Et la particularité, c'est que les patients, non seulement ont des rendez-vous réguliers, mais ils peuvent avoir recours à nous à chaque fois qu'ils ont un problème. Donc il faut qu'ils viennent et ils sont vus tout de suite. Donc ce sont 50 patientes adultes asthmatiques sévères, donc elles sont vraiment triées, on est sûr qu'elles sont sévères, qui sont suivies depuis plus d'1 an, et la plupart sur plusieurs années. Vous voyez qu'on en a qui sont quand même assez jeunes, mais la plupart ont entre 40 et 60 ans. Par rapport à l'âge de début, la plupart aussi ont eu un début à l'âge adulte, et ce sont souvent donc des femmes qui ont entre 40 et 60 ans, mais qui ont eu souvent un début plutôt tardif. La question qui vient après, une fois qu'on avait confirmé le diagnostic, c'était est-ce qu'il y avait des comorbidités? Et vous voyez ici que, bien que ce soit des femmes relativement jeunes, en général, elles ont moins de 60 ans, l'ostéoporose était quand même la première comorbidité identifiée. Ensuite, il y avait la dyslipidémie, le diabète et l'hypertension artérielle. Et je voudrais juste vous faire remarquer que, dans la majorité des cas, ce sont des complications de la corticothérapie systémique. Donc il y avait des insuffisances urinaliennes qui ont été identifiées, une ostéoporose, dyslipémie, hypertension, diabète, cataracte et infection. Donc vraiment, on voit que dans cette cohorte, le problème de la corticothérapie, par voie générale ou par voie inhalée à forte dose, avait abouti à des effets secondaires. Est-ce qu'il y avait des facteurs aggravants, puisqu'on a dit qu'il faut identifier les facteurs aggravants? Oui, en premier lieu, la rhinosinusite, 72%. Donc c'est quand même 3 malades sur 4 qui ont un problème ORL et qu'il faut absolument adresser en consultation spécialisée avant de partir sur des traitements peut-être inadéquats. Et puis on avait 18% de mauvaise observance. C'est beaucoup moins que ce qui est décrit habituellement hein, dans nos séries. Mais il faut savoir que c'était des patientes qui étaient déjà considérées comme asthmatiques sévères et prises en charge de façon assez rapprochée. Ensuite, il y avait l'exposition aux irritants, 66%. Donc c'est essentiellement le tabagisme du mari ou des fils et qu'on a du mal à gérer. Et puis après, alors il y avait les vraies comorbidités sur lesquelles on ne peut pas toujours agir malheureusement. Donc il y avait l'obésité, et vous voyez qu'on a une malade sur 2 qui était quand même obèse, ce qui est important. Le reflux, avec la controverse par rapport à la prise en charge du reflux dans l'asthme. L'anxiété et la dépression, quand même 45%, elles ont toutes été vues par une psychologue et suivies par notre psychologue. Et le syndrome d'apnée du sommeil, 44%. Sachant que c'est très difficile de mettre un appareillage à un malade qui est asthmatique sévère et tolère très mal d'avoir une CPAP. Quel était le traitement reçu? Et je voulais juste vous montrer que bien que ce soit une consultation hospitalière, elles avaient quand même un traitement tout à fait cohérent avant. Donc il y en avait 24% malheureusement qui avaient eu une corticothérapie orale, donc c'est ce qu'on a vu sur les effets secondaires, vous les voyez là. Mais il y avait quand même 70% des patients qui avaient quand même une corticothérapie inhalée et des LABA, alors qu'on était à l'hôpital. Donc elles entraient tout à fait dans la définition de l'asthme sévère correctement prise en charge. Les exacerbations, vous voyez que toutes les patientes avaient au moins fait 2 exacerbations sévères par an. Le nombre moyen d'exacerbation, c'était 3,7. Et il y avait 30 patientes qui avaient consulté plus de 3 fois par an aux urgences. L'allergie,
il y avait une sensibilisation au moins à un allergène chez une patiente sur 2. Et bien sûr, les pneus allergènes, comme vous pouvez vous y attendre, les plus incriminés, c'était les acariens, donc un pneu allergène à air annuel. Les IgE totales, vous voyez ici la répartition des IgE totales. Eh bien, quand on met un seuil à 30, vous voyez qu'on a seulement 6 patientes sur 50 qui auraient des IgE inférieurs à 30, mais on a quand même 7 patientes qui sont à des valeurs énormes, qui ne permettent pas d'envisager un traitement, et ce sont des patientes qui ont des valeurs bien supérieures à 1000 unités, donc 14% des patientes. Quand on a fait un phénotypage inflammatoire, vous voyez que c'est très mélangé. On avait 29% d'asthme éosinophilique, donc c'est sur l'expectoration induite, mais que le neutrophilique et les paucicellulaires, donc non TH2, c'était plus de la moitié. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, pour le moment, il n'y a pas de biothérapie envisageable ici ou ailleurs. Donc, au bout du compte, parmi cette cohorte d'asthme sévère, bien prise en charge, bien phénotypée, combien d'entre elles seraient justiciables d'un traitement par anti-IgE? Quand on regarde celles qui sont dans l'éventail de valeurs d'IgE élevées, et puis quand on regarde celles qui sont allergiques, on aboutit à une estimation de 18 patientes sur 50 chez qui on pourrait envisager. Donc ça donne à peu près, si on fait le total, on se retrouve quand on part d'asthme difficile, on aboutit à un asthme sévère, on est à peu près à 7%, et après on dit qui est justifiable d'une biothérapie, on aboutit à 2%, mais on est à peu près à ces valeurs-là chez nous. Donc on est exactement dans les données de la littérature. Donc juste pour conclure, je voudrais vous rappeler notre démarche qui est, en partant d'un asthme non contrôlé, confirmer le diagnostic d'asthme et éliminer tous les diagnostics différentiels. Ensuite, se dire c'est un asthme difficile à traiter, mettons-nous ensemble pour réfléchir, vérifions d'abord la compliance thérapeutique. Est-ce qu'il a compris le traitement? Est-ce qu'il respecte sa prescription? Est-ce qu'il a une bonne technique d'inhalation? Ensuite, est-ce qu'il y a des comorbidités? Et traitons-les, sachant que la rhinosinussite, la dysfonction des cordes vocales, l'hyperventilation et l'allergie sont les choses qui sont les plus faciles à prendre en charge. Agissons sur l'environnement quand cela est possible, quand il y a des facteurs qu'on peut éviter. Et je vous rappelle que les moisissures, c'est un gros problème. Une fois qu'on a fait tout ça, on va tester 6 mois au moins de corticoïdes inhalés forts avec des LABA. Et au bout du compte, on arrive au diagnostic d'asthme sévère résistant au traitement. Et c'est là qu'on va phénotyper les patients. Je vous remercie.